aborder le chapitre 2. Et donc, au niveau de ce chapitre, on va aborder tous les concepts, toutes les notions, toutes les fonctionnalités qui sont rattachées à la couche physique du modèle OSI. Donc, lorsqu'on avait décrit le modèle OSI, donc on avait fixé le rôle de la couche physique. On a principalement cette couche, c'est d'intervenir au niveau signal, c'est-à-dire l'encodage de la séquence binaire sous forme d'un signal adapté au support, plus autre chose. C'est-à-dire, en tout cas, c'est des opérations qui touchent au niveau signal. Donc, le chapitre Hadaya, il va revenir en détail en explicitant clairement les approches, les techniques qui sont utilisées pour justement générer le signal qui va circuler sur justement le support. Et quelles sont les métriques qu'on va utiliser pour évaluer notamment la vitesse, le débit, etc. Donc, on va commencer par introduire un certain nombre de choses. Alors, ça dérange. Hein. S'il vous plaît, essayez de venir à l'heure. Alors, pour pouvoir transférer l'information binaire sur un réseau, il faut que vous puissiez encoder cette séquence binaire sous forme de signaux adaptés au support. D'un support à un autre, vous n'avez pas forcément les mêmes signaux. Et même par rapport à un même support, c'est-à-dire quand on parle de l'air, par exemple, pour transférer des signaux radio, vous n'avez pas les mêmes signaux radio d'une technologie à une autre. Donc, j'avais déjà soulevé le problème. On a par exemple le Wi-Fi ne va pas utiliser les mêmes signaux que le Bluetooth, ou là que le WiMAX, ou là que les transmissions qui sont utilisées pour relier les satellites. Donc, chacun va utiliser des signaux différents. Pourquoi? Parce que la portée n'est pas la même. Lorsque vous envoyez un satellite, vous avez besoin d'un signal très puissant pour qu'il puisse arriver jusqu'au satellite qui se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres. Le Bluetooth, il a été conçu pour justement avoir une portée très courte, pour rassembler des dispositifs qui sont assez proches en termes de distance. Par contre, le Wi-Fi, il a une portée plus importante. Le WiMAX a une portée encore plus importante. Donc, il faut des signaux adaptés par rapport au réseau que j'ai envie de construire. Et ça change aussi maintenant du non câblé vers le câblé. C'est-à-dire, si je passe au câblé, là aussi, les signaux que je vais générer sont de nature totalement différente. Parce que là, tout à l'heure, on parlait des réseaux sans fil. Donc, c'est des signaux radio. Et quand on a principalement des signaux, et maintenant, dans le câble optique, ça va être des signaux. C'est une adaptation par rapport au type de signal. Comment quelle est la résistance du câble? Parce que là, ça intervient justement dans un certain nombre de performances du signal. Parce qu'il va circuler sur le câble, il va perdre de l'énergie. Donc, il faudrait que je connaisse toutes les caractéristiques du câble pour pouvoir choisir le meilleur signal qui puisse se propager sur ce support, sur ces câbles. Alors, on va appeler canal de transmission, donc tout support qui va relier donc une source vers un destinateur. Le circuit de données est un concept un peu différent du canal de transmission. Pourquoi? Parce que le circuit de données, il va englober le canal de transmission plus les ETCD. Alors, rappel, c'est quoi les ETCD? Ce sont les cartes réseau. C'est-à-dire, lorsque on parle de circuit de données, on va parler aussi bien du canal que de l'interface qui va servir justement à encoder le signal sur ce support-là. Donc, c'est l'ensemble canal plus ETCD qui va être appelé site de données. Donc là, vous avez un schéma qui vous permet de différencier les deux concepts. Donc, canal de transmission, c'est le support ou l'ensemble des supports qui vont permettre de
relier un émetteur vers l'autre. Le de données, c'est le canal de transmission auquel je vais rajouter les cartes réseau dont j'aurai besoin pour encoder le signal qui va circuler sur ces canaux de transmission. D'accord? Maintenant, comment représenter les données? C'est-à-dire quand j'ai une séquence binaire, qui est manipulée par les machines en général travaillent avec un circuit électrique adapté. J'ai deux avec un certain type de codage ne peut pas être utilisé dans le cas d'une transmission sur réseau, parce qu'il est mal adapté, parce qu'il ne peut pas se propager sur de longues distances. Sachant que les fils qui sont utilisés donc, à l'intérieur d'un ordinateur sont des fils spécifiques, c'est des bus qui sont très peu perturbés, qui sont très bien protégés. L'énergie qui circule, elle est très basse, qui permet de réduire la quantité d'électricité consommée par l'ordinateur. Donc, lorsque je suis amené à transférer sur un réseau, je ne peux pas me satisfaire de ces types de codage. Donc, il faut que j'adapte mon codage par rapport aux contraintes qu'a le réseau. Surtout si la distance que je dois parcourir est très importante. Donc, c'est ce que va faire la carte réseau. Donc, le TCD, c'est le rôle TAO. C'est d'adapter des signaux physiques qui sont manipulés à l'intérieur d'un ordinateur pour encoder le 0 et le 1 vers un signal approprié qui est censé se propager et circuler sur le câble en sortie. Il y a deux façons d'encoder. On a une transmission numérique ou on a une transmission analogique. Lorsqu'on parle de transmission analogique, on avait dit que le TCD, c'est-à-dire la carte réseau qui était amenée à faire l'encodage, avait un nom spécifique qui était le modem. Donc, quand vous voyez modem, il faut faire la relation avec transmission analogique. C'est-à-dire un modem n'est pas attaché à une transmission numérique, il est toujours attaché à une transmission analogique. Donc, c'est une carte réseau spécifique qui est destinée à moduler le signal, c'est-à-dire envoyer un signal analogique. Alors, c'est quoi la différence entre un signal numérique et un signal analogique? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, le signal numérique, le principe TAO, c'est que je vais intervenir dans la variation d'un seul paramètre. En général, ce paramètre va exprimer les performances du signal. Alors, qu'est-ce que j'entends par les performances du signal? C'est-à-dire soit l'intensité, c'est-à-dire l'ampérage. Quand on prend un courant électrique, par exemple, vous allez faire varier l'ampérage qu'a le signal pour encoder le 0 ou le 1. Vous pouvez aussi utiliser le voltage, c'est-à-dire la tension, c'est-à-dire prendre une certaine tension pour représenter le 1 et une autre tension pour représenter le 0. Ou bien la puissance du signal, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour, encoder avec pour générer le signal. Donc, vous pouvez envoyer une certaine énergie pour le 0, une énergie différente pour le 1. Donc, dans la transmission numérique, toujours un seul paramètre qui est considéré pour représenter le 0 ou bien le 1. Quand j'utilise une transmission analogique, là, je considère un autre aspect ou bien d'autres aspects. Ce sont des aspects liés au signal lui-même. On parle de paramètres intrinsèques au signal, c'est-à-dire c'est comment est représenté le signal lui-même et on va essayer de varier les paramètres qui interviennent justement dans ce signal. Alors, quand on prend un signal, quel qu'il soit, vous prenez un signal dans la nature, vous essayez de le représenter théoriquement par une fonction physique, donc ça va donner une fonction de type sinus. C'est-à-dire tous les signaux sont des phénomènes vibratoires, c'est-à-dire c'est une vibration. Et tout phénomène vibratoire, physiquement, il est représenté par une fonction sinusoïdale. Cette fonction sinusoïdale, elle fait intervenir trois paramètres que j'ai représentés ici en rouge. On dit l'amplitude du signal, représentée ici par A, c'est le premier paramètre, la fréquence du signal, représentée par F,
et la phase du signal phi. Donc, cette fonction va être exprimée par A sinus 2pi f t, t étant la variable temporelle, plus phi. OK? Donc, tout phénomène vibratoire va être caractérisé par ces trois paramètres. Donc, lorsque je serai amené à créer un signal analogique, j'aurai le choix entre varier A, varier F ou varier phi, ou bien les faire varier ensemble, c'est-à-dire combiner ces paramètres pour générer un signal un peu plus complexe. Alors, pour la fréquence, en général, la fréquence, elle représente quoi? Elle représente le nombre de périodes par seconde. Donc, c'est égal à 1 sur P, tel que P, c'est la durée d'une période. Donc, on va avoir un schéma pour m'expliciter ça. Et la fréquence, elle est toujours donnée en Hertz. Okay, donc, elle va donner le nombre de périodes par seconde. Phi, c'est la phase. Elle est exprimée en radians. Alors, radian, c'est l'unité pour exprimer. Vous avez le degré, vous avez radian. Donc, le radian, par exemple, c'est 2pi. 2pi, c'est la mesure d'un angle. Hein, donc, on va dire pi sur 4, pi sur 3, etc. Okay, c'est ça la phase. Donc, c'est un angle par rapport à l'origine. Et asymptotique, c'est-à-dire le niveau du signal. Alors, schématiquement, Monsieur, oui, c'est quoi l'unité تاع l'onde l'angle, ماشي l'angle, لا c'est لا هذاك l'angle. Y l'unité تاعو شنو هذا, il va te donner le niveau du signal. Il va tracer la courbe. Quand tu vas tracer à la courbe, tu vas la tracer en fonction du temps. T. Oui, C'est-à-dire comme tu as fait en trigonométrie en terminale, oui, oui, monsieur. en première. Maintenant, tu vas tracer cette courbe. Donc, quand tu vas tracer cette courbe-là, tu vas la tracer en fonction de T. T qui est la variable temporelle. Donc, c'est là que ça va être à les abscisses. Ou avec le niveau de la courbe, comment elle évolue. Donc, là, tu décris la variation du signal, c'est-à-dire le signal terrain, comment il va être décrit réellement, physiquement. Donc, si je mets t égale à 0, je vais obtenir sinus de phi. Donc, si phi égale à 0, maintenant y égale à 0, puisque tu vas multiplier 0 par a. Donc, à l'instant t égale à 0, donc y égale à 0 si la phase est égale à 0. Si maintenant la phase est égale à pi sur 2, donc sinus de pi sur 2 à l'instant t égale à 0, donc c'est 1. Donc y est égal à a à l'instant t égale à 0 si phi est égal à pi sur 2. C'est le cas ici. Hein. Donc c'est ce qu'on a représenté. Maintenant, si je mets phi égale à pi sur 2, donc à l'instant t égale à 0, la courbe sera au maximum. Donc en bas, elle va me tracer une courbe de type sinus. Ça, vous connaissez la courbe sinus, hein? Jib ou tajib. Ok, vous avez fait ça en arabe. Donc je la représente sous forme d'un signal périodique. Donc on appelle ça un signal périodique, c'est-à-dire que la même portion du signal va se répéter. Alors dans le cas phi égale à pi sur 2, avec la portion du signal qui va se répéter. C'est le signal élémentaire périodique qui va se répéter dans le temps. Il va se répéter dans le temps tant que je ne varie pas la phase, tant que je ne varie pas l'amplitude, tant que je ne varie pas la fréquence. Ok, donc si ces trois paramètres restent les mêmes, j'aurai un signal périodique qui se répète. Bon, le principe, c'est de ne pas garder justement ces paramètres, c'est-à-dire de les modifier pour générer des signaux élémentaires différents. Ok, c'est ça le principe de l'encodage. Bon, pour le moment, retenez simplement que le signal analogique, donc ça va être représenté par, en tout cas par la variation des paramètres intrinsèques du signal, c'est-à-dire la fréquence, l'amplitude, la phase. Par contre, le signal numérique, il va être représenté par une variation de performance. En général, on va considérer la tension. C'est-à-dire, je vais considérer une tension V1 pour représenter, dans le cas simple, 0, et V2 pour représenter, par exemple, 1. Et là, lorsque j'ai envie de faire varier donc l'information, donc je génère le signal associé. Donc, Hadaya, il va représenter un 0, Hada, il va représenter un 1. Et c'est comme ça que je vais encoder
la séquence binaire. Monsieur. Et donc, visuellement, quand vous voyez le signal en forme carrée, vous savez que c'est un signal numérique. Lorsque vous voyez un signal de forme ondulatoire sinusoïdale, vous savez que c'est un signal analogique. Donc, c'est-à-dire la représentation du signal à travers sa forme vous indique quel type de signal est généré sur le support, soit un signal numérique, soit un signal analogique. Oui, vous avez une question? Oui, monsieur, quand on avait parlé de la phase, on avait dit que c'était un angle. Mais ça représente quel angle? Je veux dire, Enfin, non, l'angle, c'est-à-dire c'est par rapport à sinus, parce que sinus est une fonction trigonométrique. Elle travaille par oui, rapport à des angles. oui. Mais sur le plan, monsieur, quand on parle de réseau, etc., Non, ça alors, représente oui, un oui, angle? je vais vous expliquer, effectivement. C'est le décalage, qu'est-ce qu'il va exprimer? C'est le décalage de la courbe à l'instant égal à 0. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de décalage, phi égale à 0. Et dans ce cas-là, la courbe tu regardez ma souris. Donc, c'est-à-dire à l'instant 0, le niveau du signal est égal à 0. Si vous prenez phi égale à 2, c'est-à-dire que vous décalez votre courbe à l'instant égal à 0 d'un quart d'une période, plutôt de la moitié d'une période. Si je ne me trompe pas, non, d'un quart, parce que c'est 2 pi. Donc, d'un quart. Donc, vous allez commencer ici. Si vous prenez phi égale à pi, c'est-à-dire que le niveau de le signal direct, il va commencer à l'instant égal à 0, il va commencer là. Donc, vous allez avoir un décalage. Et donc, la période directe, elle va ressembler à ça. Si tu mets phi égale 3 pi sur 2, donc tu as un décalage de 3 quarts. Donc, tu vas commencer ta courbe ici. Donc, ici, l'angle, ce qu'on appelle l'angle, ou en tout cas la phase, elle va exprimer un décalage par rapport à l'origine. C'est-à-dire que j'ai décalé la période théorique par rapport à l'origine. Donc ça dépend de la courbe من تبدا داك هو الديكالاج. C'est-à-dire que dans l'instant, si tu prends phi égale à 0, donc tu commences ici. Si tu prends phi égale à pi sur 2, tu commences là. Si tu prends phi égale à pi, tu commences ici. Si tu prends 3 pi sur 2, tu commences là. Donc c'est un décalage. مي ماشي تقلع من تي ايكال زيرو جون من هذيك لابارتي مي من تي ايكال زيرو جون من الديبي تما. Mais tu commences égal à 0. Quel est le niveau de la courbe à l'instant égal à 0? Est-ce que tu commences une fonction Oui, sinusoïdale, la période elle ressemble toujours à ça. C'est-à-dire, quand vous prenez une fonction sinus, ça ne change pas. Elle ressemble toujours à cette courbe-là. Mais d'accord. Donc, tout dépend maintenant, quand vous rajoutez une phase, c'est voir quel niveau je vais commencer à l'origine du temps. C'est-à-dire, soit je commence ici, ou là, je commence ici. Alors, si je commence ici, c'est pi sur 4. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi. Ici, c'est 3 pi sur 2. OK, donc elle exprime un décalage pour donner un état différent, c'est-à-dire pour exprimer un signal différent. C'est-à-dire que là, le signal qui a une phase nulle, c'est-à-dire la phase tau est égale à 0. La période tau. Qui est à côté, il a une phase qui est égale à pi. Cet état-là, ce signal élémentaire, il est différent de celui-là. Il est différent en quoi? Pas au niveau de l'amplitude. Ils ont la même amplitude. Pas au niveau de la phase, plutôt de la fréquence. Ils ont la même fréquence parce qu'ils ont le même nombre de périodes pendant une durée de temps. Ils diffèrent simplement au niveau de la phase. La phase tau est égale à 0. La phase tau est égale à pi. Donc vous voyez, ils n'ont pas commencé, c'est-à-dire au même endroit de la période. Donc il a commencé avec une phase égale à 0. Il a commencé avec une phase égale à pi. Donc on ne va pas obtenir le même signal élémentaire. Donc, ici, j'ai représenté le 0 avec une phase 0. Là, j'ai représenté le 1 avec une phase pi, en faisant une transmission analogique. L'équivalent de signal en numérique, c'est que j'ai pris une tension nulle pour représenter le 0 et une tension positive pour représenter le 1. Donc ça, c'est un signal numérique qui est représenté ici. Ça, c'est un signal analogique pour encoder la même séquence, en faisant varier simplement la phase.
Okay, donc, j'ai considéré deux phases, une phase pour représenter le 0 et une autre phase pour représenter le 1. Alors, donc, vous aurez compris que pour encoder l'information binaire, dans le cas le plus simple, il faut utiliser donc soit un paramètre dans le cas d'une transmission numérique, ou bien j'ai le choix d'utiliser plusieurs paramètres dans le cas d'une transmission analogique en modifiant justement les caractéristiques intrinsèques du signal. Le signal lui-même, il est modifié pour représenter donc, une information différente. Alors, tous ces signaux élémentaires, dans le cas le plus simple, j'en ai deux. C'est-à-dire j'ai un signal élémentaire pour représenter le 0 et un signal élémentaire pour représenter le 1. Donc ça, c'est la représentation la plus simple. Donc je peux considérer la phase, je peux considérer éventuellement la fréquence, je peux considérer l'amplitude pour générer ces signaux élémentaires. Donc regarde, dans le cas simple, j'ai besoin simplement de deux signaux. Là, vous voyez, le signal, tu as le 0, le signal, tu as le 1, qui se répètent en fonction de ce que j'ai envie d'envoyer. Quand j'ai envie d'envoyer le 0, donc je génère ce signal. Quand j'ai envie d'envoyer un 1, je génère le signal correspondant. Une phase est égale à 0. Une phase qui est égale à pi. Alors, je vois, j'ai un autre 1, donc je vais répéter le même signal associé à 1, c'est-à-dire avec une phase qui est égale à pi. Là, je bascule vers un 0, donc je vais générer le signal avec une phase 0. Alors, la durée de ces états élémentaires, de ces signaux élémentaires, doit être la même. C'est-à-dire que tous les états, tous les signaux élémentaires ont la même durée. Ça, c'est un axiome. Donc, il faut le vérifier partout. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des états qui ont des durées différentes. Il faut que le 1 et le 0 ont la même durée de temps. Et que tous les 0 dans la séquence terrée gardent la même durée. Idem pour les 1. Donc, lorsque je fais une transmission, je dois garantir cette propriété. Là, j'ai un autre exemple. Là, j'ai fait varier, par exemple, l'amplitude. C'est une transmission analogique, mais je n'ai pas varié la phase, mais plutôt l'amplitude. Donc, j'ai considéré une amplitude pour représenter le 0 et une autre amplitude différente pour représenter le 1. Donc, lorsque je dois envoyer un 0, donc j'envoie ce signal élémentaire. Lorsqu'il faut envoyer le 1, j'envoie le signal élémentaire correspondant, c'est-à-dire celui-là, avec une amplitude différente de celle du 0. Et donc, j'obtiens ce signal modulé. On l'appelle un signal modulé parce qu'il est modifié en fonction de l'information qui est envoyée. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, on avance. Alors, je ne sais pas, là, c'est la fréquence, il me semble. Bon, je le laisse pour après. C'est un peu compliqué de vous l'introduire maintenant. Maintenant, je peux rendre le signal un peu plus complexe. C'est-à-dire, dans le premier exemple, on avait vu que chaque signal élémentaire permettait de représenter un bit. Ça, c'est la façon la plus simple de faire. Mais en réalité, on va essayer de prendre des signaux un peu plus complexes. C'est-à-dire quoi complexe? On va représenter non pas un bit par signal élémentaire, mais 2, voire 3, voire plusieurs séquences de bits par signal élémentaire. Et on prend un exemple. Là, vous voyez, j'ai considéré que chaque signal élémentaire permettait de représenter 2 bits. Dans ce cas-là, si je regarde toutes les combinaisons possibles sur 2 bits, j'en ai 4, c'est-à-dire je dois représenter le 0, 0, je dois représenter le 0, 1, le 1, 0 et le 1, 1. Donc, j'ai besoin d'avoir 4 signaux élémentaires différents pour pouvoir associer à chacun de ces signaux une séquence sur 2 bits.
Tout à l'heure, pour représenter le 0 et le 1, un bit par signal, j'avais besoin de 2 signaux élémentaires. Le signal qui a le 0 et le signal qui a le 1. Maintenant, pour passer par 2 bits par signal élémentaire, il me faut encoder 4 signaux différents pour pouvoir générer mon signal. Dans ce cas-là, des signaux, si vous le voyez, il va représenter quoi d'après mon schéma? Alors, j'essaie d'identifier, il va représenter 0, 1. Donc, le premier signal, il va représenter 0, 1. Donc, le signal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 8 bits. Donc, je vais l'encoder simplement avec 4 signaux. Au lieu d'utiliser 8 signaux dans le premier cas, donc j'aurai besoin simplement de 4 signaux. Donc, 0, 1, donc il va être encodé avec ça, qui représente 0, 1. Ensuite, 1, 0, c'est celui-là. Ensuite, un des 0, 0, donc c'est celui-là. Et le dernier 1, 1, Alors, vous voyez, les 4 signaux sont différents. Qu'est-ce que j'ai fait varier ici pour avoir ces 4 signaux? Regardez bien. Est-ce que j'ai fait varier l'amplitude? Non, la phase. On a fait varier la phase, bravo. Donc, le premier HDR, on a pris une phase 0. HDR, on a pris une phase pi. HDR, on a pris une phase pi sur 2. Ou HDR, on a pris une phase 3pi sur 2. OK, pour avoir ces 4 signaux élémentaires analogiques. Alors, quel est l'intérêt justement d'associer plusieurs bits à un signal élémentaire, à votre avis? Quelle est la différence entre le signal où on dit un état plutôt un bit par état et le signal où on dit 2 bits par état? La diversité des signaux, monsieur? Non, mais quand vous voyez le signal, il a nécessité combien d'états? 4. Il a nécessité 8. Qu'est-ce que vous gagnez? Le temps. Le temps. Le temps. Donc là, vous allez envoyer votre information plus rapidement. C'est-à-dire vous allez améliorer la vitesse de transmission, le débit. Là, vous allez mettre 8 temps élémentaires pour envoyer cette séquence binaire, alors que là, vous mettez la moitié en termes de temps pour représenter la même séquence binaire. Donc, le fait d'associer plusieurs bits à des états élémentaires, donc ça permet d'accélérer, en tout cas d'augmenter le débit de transmission. Mais en contrepartie, ça va nécessiter d'avoir plus de signaux élémentaires. Parce que là, je n'avais à représenter que 2 signaux. Là, je dois générer 4 signaux. Okay, donc le signal devient plus complexe. C'est-à-dire que la carte réseau devrait être un peu plus complexe, c'est-à-dire en termes de fonctionnement, que dans le premier cas. Dans le premier cas, le travail est simple, puisqu'on n'a qu'à représenter 2 signaux. Là, elle doit représenter plus de signaux et travailler un peu plus, parce qu'elle doit représenter plusieurs séquences différentes. Bon, là, on a montré comment le faire dans le cas analogique. Je peux aussi le faire dans le cas numérique. C'est-à-dire, au lieu de prendre 2 tensions, je vais prendre 4 tensions. Et chaque tension va représenter une combinaison binaire différente. Là, on a pris, par exemple, toujours 2 bits par état, ou là par signal élémentaire. Donc là, le 0, 0, je l'ai représenté par la tension V1. Le 0, 1, je l'ai représenté par V2. Le 1, 1, je l'ai représenté par V4. Et le 1, 0 par V3. OK. Alors, à votre avis, si j'ai besoin de représenter 3 bits par signal, combien de signaux différents j'ai besoin d'utiliser? 8. 8, voilà. Donc, c'est une puissance de 2. C'est-à-dire que c'est toujours une puissance de 2. C'est 2 puissance n. n étant le nombre de bits par signal élémentaire. Donc, c'est une formule qu'on va donner par la suite et qu'il faudra retenir. Maintenant, si vous prenez un bit par état, donc c'est 2 puissance 1, donc c'est 2 états différents. Si vous prenez 2 bits par état, donc c'est 2 fois 2, 2 puissance 2 plutôt, ça vous donne 4.
Si c'est 3, donc c'est 2 puissance 3, ça vous donne 8. Si c'est 4, c'est 2 puissance 4, ça vous donne 16. OK? Donc, plus vous voulez augmenter le débit en associant justement un nombre de bits plus important par signal élémentaire, plus vous aurez besoin de diversifier ou de rajouter des états élémentaires différents. Mais donc, votre encodage devient de plus en plus complexe. Okay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Voilà, il faut comprendre déjà la différence entre signal numérique et analogique. Hein. Déjà, comme par rapport à la forme, c'est-à-dire visuellement, vous devez savoir différencier les deux. Donc, c'est un signal toujours vibratoire, ondulatoire. C'est un signal carré. De toute façon, là, vous n'avez qu'un seul paramètre. Là, vous pouvez avoir plusieurs paramètres qui sont modifiés pour représenter le signal analogique. Oui, est-ce qu'il y avait une question? نسيو داك الكرا في الاخر ما تعاودوا هذا خراني celui-là. نعم Ok. Bon, نعم là, c'est dans le cadre d'une transmission numérique. Tu es d'accord avec moi? C'est une transmission numérique. On fait varier simplement la tension ici. Donc, dans ce cas-là, on a par exemple un signe numérique, mais qui va associer à chaque signal élémentaire un bit. Là, j'ai envie de rendre le signal un peu plus complexe, c'est-à-dire d'associer 2 bits, comme je l'ai fait ici, par état. Donc, pour pouvoir passer d'un bit par état à 2 bits par état, il me faut générer plus de signaux élémentaires différents. On dit simplement 2 signaux élémentaires. On dit le signal élémentaire par le 0, c'est absence de courant. On dit le signal, on va dire positif, on va dire V1 pour représenter le 1. Et donc, chaque signal représente soit le 0, soit le 1. Si j'ai envie de passer à une représentation plus complexe, c'est-à-dire 2 bits par état, là, je vais voir, comme je l'ai fait ici, toutes les combinaisons possibles sur 2 bits. Donc, on dit soit la combinaison 0,0, soit la combinaison 0,1, soit la combinaison 1,0, soit la combinaison 1. Donc, il y a 4 combinaisons possibles si vous voulez envoyer 2 bits ensemble, c'est-à-dire représentés par un même état. Donc, il te faut 4 états différents. Voilà, est différent. Puisque je ne confonds pas l'information, parce que l'information 0,0, elle est différente de 1,0. Donc, quand j'ai envie d'envoyer 1,1, ça va toujours par 2 bits, c'est-à-dire que tu envoies à chaque fois 2 bits. Et donc, chaque signal va représenter une information codée sur 2 bits. Donc, quand tu envoies le signal HADA-V4, tu envoies en fin de compte 1,1. Maintenant, il va être, quand il va arriver au niveau du destinataire, on va savoir que V4, en fin de compte, il représente 1,1. Si tu as envie d'envoyer 0,1, tu envoies un signal différent. Là, on a supposé que c'est V2. Si tu veux envoyer 1,0, on envoie aussi une tension différente, c'est V3. Si c'est 0,0, j'envoie la tension, un signal avec une tension V1. Donc, chacune de ces combinaisons lui correspond une tension électrique différente. OK? Parce qu'elles encodent une information totalement différente. Alors, je garde la même propriété que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que tous les états doivent avoir la même durée. Que vous encodez 1 bit, 2, 3, 4, 1000, il faut toujours garder à l'esprit que les états doivent durer la même durée qu'on a notée ici, petit t. Durée des symboles. OK? Ça ne doit pas changer parce que, parce que les cartes réseau, elles sont cadencées, c'est-à-dire qu'elles ont un rythme de transmission et un rythme de réception. Donc, il faut qu'il y ait le paramètre fixe. Elle sait, par exemple, chaque milliseconde, elle reçoit un état élémentaire. Et c'est comme ça qu'elle peut savoir
où est-ce que commence un état, où est-ce qu'il se termine. Il faut que cette information ne change pas. Le chien qui génère le signal, je commence la transmission. Je sais que chaque état, c'est une information qui est connue parce que les cartes réseau sont normalisées. Donc, on sait que si j'envoie un certain débit avec une certaine rapidité, je sais que l'état terrible, donc il va durer 1 milliseconde. Donc, le signal qui est évidemment. Donc, je sais qu'elle est volonté. Voilà, c'est important parce qu'on peut avoir une séquence de 1, c'est-à-dire 1 qui se répète plusieurs fois. Et dans ce cas-là, ça sera un signal continu. Et donc, si moi j'allais dire la durée des états, je peux comptabiliser un nombre d'états et différents et on va l'émetteur. Donc, il faudrait que j'ai une cadence précise, que le paramètre de la durée d'état soit je peux repérer le nombre d'états lorsqu'ils sont répétés dans une même séquence. C'est-à-dire lorsque j'ai des 1-1 qui se répètent ou là des 0-0, voire des 0-0-0. Un signal d'un état élémentaire, où est-ce qu'il se termine. C'est-à-dire je vais avoir une horloge à l'arrivée qui me dira avec débuté un état, après 1 milliseconde, normalement l'état il s'est terminé. Donc là, c'est un autre état différent de celui-là. Bon, même s'il encode la même information, ça reste que Hada c'est un 1, Hada c'est un 1. Je ne vais pas représenter le tout comme étant un seul 1. OK. C'est pour ça que je dois fixer la durée d'un état comme étant invariable, une constante durant tout le signal, la transmission de mon signal. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, d'accord. Bon, ça c'est les signaux que je représente théoriquement et que j'essaie d'envoyer un réel sur le support. Il s'avère que dans la réalité, entre ce que vous envoyez et ce qui est réellement transmis sur le support, c'est différent. C'est-à-dire, si vous essayez de comparer les signaux théoriques des signaux réellement transportés dans la pratique, vous allez voir que le signal va subir des déformations. Ou il va subir des déformations parce qu'il y a ce qu'on appelle des bruits. C'est quoi un bruit? C'est toute perturbation du signal qui est induite soit par l'environnement du câble ou là du support, ou bien du câble lui-même, parce que le câble lui-même peut générer une perturbation, c'est-à-dire tout câble sur lequel va transiter un signal électrique ou un signal radio va générer un champ magnétique qui va auto-perturber son propre signal. Et si vous avez par exemple un câble qui contient plusieurs supports à l'intérieur, on peut avoir par exemple le câble téléphonique, vous allez trouver à l'intérieur plusieurs petits câbles à l'intérieur. Donc, un câble peut perturber un câble qui est voisin. Donc, les perturbations peuvent être dues soit intrinsèquement au câble lui-même, soit à l'environnement du câble. Mais dans la majorité des cas, ça vient de l'environnement du câble. Vous pouvez avoir aussi les équipements que vous reliez, c'est-à-dire que tous les équipements que vous allez traverser, il y a qui peuvent modifier le signal. C'est-à-dire que le signal peut être réamplifié, peut être modifié à un certain nombre, sur un certain nombre d'aspects lorsqu'il traverse des équipements d'interconnexion, des routeurs, des répéteurs, modifier les champs. Donc, on va vraiment essayer de distinguer ces types de perturbations ou ces types de bruit. Il y a le bruit blanc. Ce bruit blanc, voilà, on l'appelle blanc, c'est qu'il est inoffensif, c'est-à-dire qu'il n'a pas une grande répercussion sur l'interprétation du contenu du signal. Il est généré en général par les équipements intermédiaires, c'est-à-dire tous les équipements intermédiaires dans le circuit de données, ça peut être des amplificateurs, des répéteurs, des routeurs. Lorsqu'ils reçoivent le signal, ils vont le réamplifier. Donc, ils peuvent rajouter un petit quelque chose par rapport au signal de départ ou la enlever par rapport au signal de départ. Mais ce bruit-là, ce rajout-là, cette partie que je vais enlever, elle va être uniforme.
C'est-à-dire parce que ces équipements travaillent en général de la même manière sur tous les signaux. Donc, s'ils vont rajouter une petite tension ou une intensité dans mon signal, ils le font pour tous les signaux élémentaires. OK? Donc, je peux, à la rigueur, anticiper ce bruit blanc. C'est-à-dire, si je connais comment fonctionnent les routeurs, etc., je sais qu'un routeur, en le testant, j'introduis mon signal en entrée, je regarde le signal en sortie, comment il va se comporter, je compare les deux signaux. Donc, je vais, a priori, anticiper, calculer le routeur, il me rajoute toujours, par exemple, 0,5 volts par rapport au signal de départ qu'il a reçu. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que je pourrais appréhender. C'est-à-dire, je ne vais pas considérer comme une erreur, puisque le 1, si je le représente avec 1 volt, il va me rajouter 0,5 volts. Donc, ça va devenir 1,5. Le 0, s'il a été représenté par 0, il voulait 0,5 volts. Donc, pour moi, c'est un comportement normal. Maintenant, par la suite, je sais que 1,5, ça représente le 1 et le 0,5, ça représente le 0, parce que ce sont des bruits blancs rajoutés de manière uniforme sur tout le signal. Donc ça, à la rigueur, ça ne pose pas de problème, parce que c'est quelque chose que je peux anticiper, que je peux étudier, puisque ce sont mes équipements qui ont été testés en laboratoire et je sais comment ils vont se comporter. Le gros problème avec les bruits, c'est ceux que je ne peux pas anticiper, qu'on appelle les bruits aléatoires. Les bruits aléatoires vont être des bruits qui vont survenir pendant une durée de temps sur une partie de mon signal, pas sur la totalité. Non pas de manière uniforme, mais de manière, j'allais dire, momentanée et impulsive. C'est-à-dire qu'ils vont toucher une partie de mon signal, ils vont la déformer complètement par rapport au reste du signal. C'est ce type de bruit qui vont causer des erreurs et qui vont faire en sorte que je vais interpréter, par exemple, le signal du 0 comme étant un signal du 1, parce qu'ils vont changer complètement l'amplitude ou la forme du signal, où là, je ne peux même pas interpréter. C'est-à-dire que je serai incapable de dire si c'est un 0 ou là, c'est un 1. Et donc là, ça va me poser un problème à l'arrivée au niveau du récepteur. Alors, si le bruit aléatoire ne déforme pas de manière conséquente le signal, c'est-à-dire qu'il peut le déformer un peu. Là, on a un exemple. Ça, c'est le signal que j'ai envie d'envoyer. Ça, c'est le signal qui va circuler sur le support. Donc, vous voyez que le signal est un peu déformé par rapport à la réalité. Mais là, le 0, je suis toujours capable de dire que c'est un 0, parce qu'il est très loin d'être un 1. C'est-à-dire, pour pouvoir dire que Hadaya c'est un 1, il faudrait vraiment qu'il change complètement de tension et qu'il soit proche de ce niveau. Donc là, même s'il est déformé un peu, ça va toujours être interprété comme étant un 0. Idem Hadaya pour le 1. Donc là, je continue à considérer qu'il n'y a pas d'erreur, puisque je suis dans la même séquence que celle qui a été envoyée, sauf pour le dernier bit. Alors, on voit le dernier bit, il y a un bruit impulsif qui va complètement modifier le signal. C'est-à-dire que le signal, le dernier, il va se transformer, il va être proche de 0. Donc, la courbe a été déformée et elle a, en tant que récepteur, je vais essayer d'interpoler. Je vais dire, bon, ADA, il ressemble à quoi? Pour moi, je peux l'interpréter comme un 0. Je serai plus près de l'interpréter reçu. Donc, c'est une erreur de transmission, parce qu'à l'origine, moi, j'ai envoyé un 1. Donc, le bruit impulsif qui a duré le temps d'un bit a modifié le signal à l'arrivée, qui va être interprété comme étant un 0. Okay. Alors, contrairement au bruit blanc dont on avait parlé tout à l'heure, ça c'est un signal d'origine. Hada, c'est le bruit blanc. Donc, vous voyez, c'est un bruit élémentaire. En général, l'intensité qu'il génère, elle est faible. Donc, lorsque vous allez sommer le bruit blanc avec le signal d'origine, vous allez avoir un signal qui va garder sa forme.
C'est-à-dire que je pourrai toujours distinguer entre le 1 et le 0. Parce qu'il va rajouter la même chose pour le 1 et le 0. Donc, je pourrai toujours distinguer entre les différents états composant mon signal. Mais dans la réalité, je vais avoir les deux. Je vais avoir le bruit blanc et les bruits impulsifs. C'est-à-dire que là, on a un exemple. On a le signal à envoyer. Avec le bruit blanc, le signal encodant le bruit blanc et le bruit impulsif. Donc, quand je vais sommer ça avec ça, c'est ce que je vais recevoir à l'arrivée, au niveau de l'équipement récepteur. Donc, le récepteur, comme il connaît le codage, donc pour lui, ça ressemble à un 1. Ada, il va dire, bon, c'est plus proche du 0. Ada, même s'il a été modifié, il va dire que c'est un 1. Ada, il va dire que c'est un 1. Ada, il va dire que c'est un 0, parce qu'il est proche du niveau du 0. Ada, il va l'encoder comme étant un 0. Ada, c'est un 1. Ada, c'est un 0. Ada, c'est un 1. Ada, déjà, ça pose problème. Ada, ça lui pose problème, mais a priori, il encode comme étant 1. Mais il aurait pu aussi l'encoder comme étant un 0. Donc là, j'ai échappé à l'erreur. Là, pour moi, c'est un 0. C'est un 0, alors qu'à l'origine, c'était un 1. Vous voyez, parce que là, il y a un bruit impulsif qui a commencé déjà avec le bit précédent et qui s'est étalé tout au long du bit qui est à la base à 1. Donc, ce bruit impulsif a transformé le 1 en 0 au niveau du récepteur. Monsieur, Oui. les bruits qu'on rencontre, est-ce qu'ils sont constants ou là ils diffèrent à chaque fois? Est-ce qu'ils changent? Les bruits. Oui. Alors, le bruit blanc, non. Le bruit blanc, parce qu'il est constant. Là, c'est les équipements qui les génèrent. Donc, comme les routeurs travaillent toujours de la même manière, donc ils vont toujours ajouter la même intensité. OK. Par contre, le bruit impulsif, lui, il est généré par l'environnement. C'est-à-dire que vous allumez le micro-ondes, vous avez une voiture qui passe, vous avez la nuit les lumières qui s'allument. Par exemple, le capteur qui traverse la route et on allume les lumières d'éclairage de ville. Donc, ils peuvent générer un champ magnétique s'ils sont proches de vos câbles. Si une voiture passe sur la route à un moment et le câble il est en dessous de la route, vous allez créer un champ magnétique qui peut perturber les signaux. Donc, ce bruit-là dure un certain temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'anticiper. Ça dépend quand est-ce qu'il survient, quelle est son intensité et comment il va perturber le signal. Même si vous essayez de protéger votre câble, vous ne pouvez pas protéger le signal contre les bruits impulsifs qui vont avoir une intensité importante, comme on l'a vu ici. C'est quand le bruit impulsif il est faible, il va très peu détériorer mon signal. En tout cas, il va le modifier, mais très faiblement. Donc, je serai toujours capable de distinguer entre le 1 et le 0. En tout cas, par rapport à ce qui a été envoyé. Par contre, lorsque le bruit impulsif est assez important, c'est-à-dire que le champ magnétique qui est généré va avoir un impact assez fort sur mon signal, là, il est clair que je peux avoir une modification complète du signal. Et donc passer, par exemple, du 0 vers le 1. Donc, c'est l'environnement qui va impacter ton signal. Lorsqu'il pleut, par exemple, lorsqu'il pleut, si le câble il est impacté par la pluie ou l'eau, je peux avoir des perturbations. La ligne peut être perturbée. Lorsqu'il y a du tonnerre, donc l'air est chargé, donc il est clair que toutes les communications sans fil sont hautement perturbées, et plus encore, même les transmissions câblées sont perturbées, parce que vous avez une charge électrique au niveau de l'air qui va être absorbée par le câble, et donc il peut modifier justement le signal ou les signaux qui sont transportés. Donc, ces phénomènes impulsifs, je ne peux pas les anticiper. C'est des environnements, parce qu'ils dépendent de l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on appelle des bruits aléatoires. Donc, lorsqu'ils se produisent, je les subis. C'est-à-dire que le signal va être modifié. C'est pour ça qu'on a parlé de méthode de détection d'erreurs la dernière fois dans le chapitre 1, qu'on verra dans le chapitre 2 en détail. C'est qu'il faut rajouter des méthodes de la redondance pour pouvoir détecter ces erreurs lorsqu'elles se produisent. C'est-à-dire, le 0 le 1 qui s'est transformé en 0, à l'arrivée,
en recalculant la redondance, je devrais détecter qu'il y a eu une erreur dans mon signal. Bon, si j'arrive à la localiser, tant mieux, c'est-à-dire que je pourrais la corriger en inversant la valeur. Mais dans la plupart des cas, on ne cherche pas à corriger, parce que ça, c'est coûteux. Donc, on va demander à l'émetteur de retransmettre le signal en espérant cette fois-ci que l'erreur ne va pas survenir. Parce qu'encore une fois, le bruit, il a une probabilité d'occurrence. Donc, il se produit à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'il va se produire tout le temps. Donc, il se produit parce qu'il y a un environnement ou un événement qui l'a généré. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Okay. Alors, donc ça, c'est les bruits. Il y a un autre phénomène que je dois prendre en compte, c'est l'affaiblissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'affaiblissement? C'est un phénomène naturel et normal. Il est dû justement à l'épuisement de l'énergie du signal. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez un signal, vous le générez au départ, donc il est généré par la carte réseau ou le modem sur le câble. Ce signal-là, qu'il soit électrique, qu'il soit radio, qu'il soit lumineux, il a une énergie de départ. Cette énergie-là, elle va s'épuiser au fur et à mesure que le signal va se propager sur le câble ou là sur le support. Pourquoi elle va se propager? Parce qu'il y a le phénomène, dans le cas par exemple des réseaux câblés, il y a le phénomène de la résistance. C'est-à-dire que votre câble, il est fabriqué en général en métal. Donc, vous envoyez un courant électrique. Ce courant électrique, sous l'effet de la résistance du câble, va se transformer en chaleur. Donc, vous allez avoir une déperdition, c'est-à-dire une partie de l'énergie qui va se transformer en chaleur au fur et à mesure que le signal se propage sur le câble. C'est-à-dire que le signal, il a une durée de vie. Maintenant, il pourra se propager pendant une certaine distance. Au bout d'une distance avec, il va complètement disparaître. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier les câbles et de les normaliser. C'est-à-dire, lorsqu'on fabrique les câbles, on ne les fabrique pas comme ça. Il faut qu'il y ait des standards de fabrication. Donc, chaque câble qui est commercialisé dans le marché, il a ses caractéristiques. Donc, j'ai ce qu'on appelle la distance d'affaiblissement. C'est-à-dire, je sais au bout de combien de mètres, ou de centaines de mètres, le signal va commencer à s'affaiblir sérieusement. En général, on dit, par exemple, un câble, une longueur d'affaiblissement est égale à 100 mètres. Quand on dit, par exemple, 100 mètres, c'est-à-dire au bout de 100 mètres, le signal a perdu la moitié de son énergie. C'est comme ça qu'est calculée la distance d'affaiblissement. Maintenant, dès que je m'approche de la moitié de l'énergie du signal de départ, là, il faut réamplifier, c'est-à-dire mettre un équipement intermédiaire d'interconnexion, comme un équipement intensif ou un hub, etc., pour réamplifier le signal. Parce que si je descends à plus de la moitié du signal, je serai incapable de pouvoir le déchiffrer à l'arrivée. C'est-à-dire que le signal va être complètement déformé, comme on l'avait vu tout à l'heure avec les bruits impulsifs. Mais là, ce n'est pas dû à l'environnement, c'est dû à un phénomène normal, c'est la perte d'énergie. C'est-à-dire que le signal va complètement se rapprocher de zéro. Donc, il faudrait le réamplifier, le régénérer, avant qu'il ne perde complètement sa forme. Donc, je commence à le régénérer dès qu'il perd la moitié de sa puissance. C'est la norme qui est utilisée dans justement les raccordements en câblage dans un réseau. C'est-à-dire en fonction du câble. Hein. Ce n'est pas forcément 100 mètres. J'ai donné 100 mètres par exemple. Hein. Mais ça dépendra du câble. Le câble coaxial a une certaine distance, et encore, hein, tout dépend des câbles coaxiaux. Les câbles téléphoniques en perte il y a plusieurs catégories. La distance en fonction du gainage, c'est-à-dire la protection qu'il y a à l'intérieur. La fibre optique aussi a des distances un peu plus importantes, qui peuvent aller sur des centaines de kilomètres, mais aussi, là, tout dépend aussi de la nature et de la qualité de la fibre optique. Toutefois, c'est-à-dire que tous les câbles, je connais à l'avance, c'est-à-dire qu'Inchéré avec le câble, à la balai, j'ai ces caractéristiques. Donc, je connais
tout ce qui concerne ce câble-là, c'est-à-dire la distance que je dois observer avant de réamplifier le signal, le débit TAO, donc tout ça a été standardisé. Donc les câbles ne sont pas fabriqués par hasard, c'est-à-dire quand je fabrique un câble, je dois le fabriquer en respectant de manière très rigoureuse le processus de fabrication pour garantir et respecter justement ce qui a été mentionné en termes de caractéristiques. Débit, distance d'affaiblissement, protection, etc. Monsieur, Oui. c'est dans ces cas qu'on pourrait utiliser les répéteurs. Voilà, les répéteurs, en général, on les utilise justement pour répéter le signal. Bon, pas forcément pour réamplifier, mais entre autres, ils servent à réamplifier. C'est-à-dire que forcément, si vous mettez un répéteur, il va réamplifier le signal. Mais vous pouvez rajouter un répéteur, même si vous n'avez pas besoin de réamplifier pour autre chose. Si vous voulez changer de câble, par exemple, passer d'un câble à un autre. Donc, ça peut jouer le rôle aussi d'interface. Ça peut aussi jouer le rôle comme dans le cas d'un hub. Le hub est un répéteur, donc il permet de partager une communication avec plusieurs, c'est-à-dire en multipoint. Donc ça, c'est une autre tâche dans le répéteur, en plus de, effectivement, réamplifier le signal. D'accord? Alors, comment mesurer justement le rapport d'affaiblissement? Le rapport d'affaiblissement, quand on avait dit dès que je trouve que le signal a perdu la moitié de son signal, donc je vais calculer le rapport d'affaiblissement, c'est-à-dire le signal reçu, plutôt le signal transmis divisé par le signal reçu. Donc, s'il est égal à 2, c'est-à-dire que si j'atteins la valeur de 2, ça veut dire que là, c'est le moment de réamplifier le signal. OK, donc c'est comme ça qu'on mesure les distances. C'est-à-dire, on va tester les câbles en laboratoire, mais même dans le cas concret, et on regarde. On génère un signal au début, et en bas, on essaie de mesurer le niveau du signal au bout de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Qui nous rappelait le signal a perdu la moitié de son énergie, là je dis stop. Il y a la distance maximale que je peux m'autoriser avant de réamplifier le signal. Donc chaque câble aura une distance totalement différente en fonction des tests qui ont été faits avant la commercialisation de ces câbles-là. Voilà, donc ça c'est le rapport d'affaiblissement, mais en général ce rapport-là, comme il peut être les valeurs peuvent être aussi assez grandes, on essaie de les représenter sous forme d'échelle logarithmique. Donc l'échelle de logarithmique, vous prenez RA et vous l'élevez à 10 log 10. Vous obtenez le rapport d'affaiblissement en échelle logarithmique. Alors, lorsque les rapports sont donnés, c'est-à-dire dans une unité, par exemple, de puissance. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été élevé à l'échelle logarithmique. Par contre, tout rapport qui est donné avec Monsieur, excusez-nous, عندنا كور عندنا maintenant. كور دوكا مع ثلاثة. Excusez-moi, قلت لكم, vous me trouvez des séances d'une heure et demie. مسيو ما كاش وين نحطو ما كاع حنا إلى يدمي On n'a pas, monsieur. On Voilà. n'a pas le temps. Eh ben, pour la On a un prochaine cours fois, conduit dans 15 heures. je parle à la déléguée. On s'était entendu comme essayer de me trouver un créneau d'une heure et demie. Monsieur, on a essayé, mais on n'a pas trouvé. C'est assez compliqué parce que quand il y a d'autres séances qui ne peuvent pas être changées, des fois les créneaux, mais il fait, quand par exemple, tu as eu après extra info, il y a Alors, si je fais une heure, il faut que je rajoute une troisième séance parce qu'on ne pourra en distanciel, on ne peut pas faire des séances de une heure. Sinon, on ne va même pas terminer 2 chapitres. Où là, je vais faire le genre bâcler les choses. C'est-à-dire, je ne vais rien expliquer, je vais accélérer, et là, ça ne servira à rien. Je suis d'accord que pour le présentiel, on fasse une heure, mais pour le distanciel, on fait 1 heure et demie. On a les cours avant, on faisait 1 heure et demie, on ne terminait pas le programme. Et on commençait en septembre, on ne commençait pas en mi-octobre. Là, on a perdu 1 mois en termes de programme. Alors, si on continue, on fait simplement des séances 1 heure, on ne va pas avancer. Donc là, aujourd'hui, je suis obligé de terminer, mais la prochaine fois, je ferai 1 heure et demie. Donc, débrouillez-vous. Là, vous commencez à 5 heures, vous commencez à 6 heures, ce n'est pas un problème pour moi. Mais j'ai envie d'avoir des créneaux d'1 heure et demie. مسيو بصح العام اللي فات دخلنا في جونفي وكفى الوقت ما سيتي با ان بروبليم
شغل الا ما كفاش الوقت ما نزيدو دي سيونس. Je te parle de réseau. Je ne te parle pas d'un autre module. Je te parle de réseau. Monsieur, qui نديرو Les 1 heure et 20 demie. enseigne. Monsieur, Le qui نديرو réseau, 1 heure et déjà, on n'a demie. jamais terminé le programme lorsqu'on commençait en septembre. Et on terminait pas. العام اللي فات بدينا في جونفي، القرايه كاع بدات في جونفي وراه جونفي فيفري كاع لي موديل نلقاو غير ان اور ماشي ان اور. ماشي دوكا كاين دي موديل كيما كومبيل كي عرفت بلي كدير 1 heure et demie ولات هي تندير 1 heure et demie. وميم لي زوطر موديل ولاو يدومونديو 1 heure et demie. Elle est libre de faire campi ce qu'elle veut, en fonction de la charge, tu as le module. Là, je parle de réseau en connaissant la charge. Si vous voulez qu'on bâcle, on va bâcler. On va bâcler. Je vais aller très vite. الديبارتمون هو اللي قال 1 heure. Oui, monsieur, c'est donc département. On a discuté avec le hall, on a 1 heure et demie. On a à distance 1 heure et demie. Nous n'avons rien Selon, reçu. tout simplement trouver des créneaux pour 1 heure et demie. Quand on parle à présentiel, je suis d'accord, 1 heure. À distance, c'est 1 heure et demie. Encore une fois, vous voulez qu'on fasse 1 heure, monsieur. vous voulez qu'on fasse 1 heure, ça c'est clair que je vais aller très vite. Je ne ferai pas tous les exercices, je ferai un exercice, voire 2. Les autres, vous vous débrouillez. À vous de choisir. Hein. Anna, je suis en train de prendre de mon temps. Je prends 1 heure. Et je sais que vous n'allez rien comprendre si on prend 1 heure. Maintenant, à vous de choisir. Là, je vous le. Même حنا ولا غير ماذا بينا نديرو 1 heure et demie. Par contre, رانا نقراو 7 heures مقابلين l'écran, on peut pas concentrer plus. ما نقدروش نكملو. Vous n'avez jamais fait du présentiel avec 1 heure et demie. Vous savez quand monsieur, c'est pas la même chose qui تكون en présentiel et qui تكون en ligne. Un écran toute la journée, on peut pas concentrer. Et mal, C'est pas la même chose présentiel des en ligne. créneaux qui vous arrangent. Je vous parle de réseau, je vous parle pas des autres modules. ماشي نهضر على les autres modules. كل واحد يحب لا واحد يقدر يقرا لكم ساعه يكمل البروغرام طو mieux. انا صحنا monsieur. de réseau. Alors, regardez À le chaque module. fois, on perd, pour terminer, à chaque fois, on perd 10 minutes à attendre les gens pour qu'ils puissent se connecter. Donc, c'est même pas 1 heure et demie, c'est 1 heure et quart. Hein, parce qu'à chaque fois, je ne commence pas à l'heure. Je commence 10 minutes, voire un quart d'heure après. Parce qu'à chaque fois, on est en retard, il faut attendre que les gens arrivent. Bon, bref, voilà. Pour les prochains cours, donc, essayez de voir au moins 1 heure et quart. OK. Au moins 1 heure et quart. 1 heure, c'est insuffisant. Sinon, je serais obligé de bâcler. Et ça, je n'aime pas faire. OK, donc dimanche, Inch'Allah. Mais revoyez, s'il vous plaît, les créneaux. Hein. Inch'Allah.